Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bienvenue au Sénat. Merci d'avoir survécu au bus, à la sécurité et à la longue attente. Et merci d'être aussi nombreux ce soir avec nous pour vivre un moment exceptionnel qui vient clôturer un festival de 3 jours qui, je l'espère, vous aura enchanté autant que nous. Merci à vous, Monsieur le Premier ministre, d'abord de nous accueillir ici, au Grand Sérail, et surtout de se livrer à un exercice tout à fait particulier. Merci beaucoup. Je suis honoré d'être avec vous ce soir. Car ce Et soir, je souhaite une belle centaine d'années à l'heure du jour. Ce ne sera plus le numérique, même c'est pas quelque chose que ça sera dans 100 ans. car ce soir, ce qu'on vous propose, Élie et moi-même, ce n'est pas une interview politique traditionnelle, mais une conversation avec un Premier ministre. Il n'y aura pas de surenchère. L'idée, c'est au contraire d'essayer de vous comprendre, de vous connaître. Qui est Nawaf Salam? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui le motive? Quelle est sa vision du Liban? Et quelle est sa vision du Moyen-Orient? À un moment où le Liban traverse un mélange à la fois du retour de l'espoir, mais aussi la résilience de plusieurs sentiments terribles, comme la peur, la division et même parfois la haine. Qu'avez-vous envie de savoir sur Nawaf Salam? Ai-je demandé ce matin sur un groupe WhatsApp dans lequel figurent plusieurs membres de la rédaction. Absolument tout, m'a-t-on répondu, et pour une raison très simple. Vous êtes aujourd'hui l'un des symboles, avec le président de la République, Joseph Hand, de ce que d'aucuns ont appelé le nouveau Liban, mais les Libanais vous connaissent finalement assez peu. Vous êtes comme un invité dans un jeu politique libanais qui a longtemps été figé et sclérosé. Et afin de mieux vous connaître, on aimerait, Élie et moi-même, commencer cet entretien en essayant de vous situer politiquement. À nos yeux, vous êtes un peu l'héritier à la fois du 14 mars et du 17 octobre. Vous êtes peut-être même la synthèse entre ces deux mouvements qui ont marqué l'histoire politique libanaise. Est-ce que vous partagez cette observation ou est-ce que vous considérez au contraire que ces catégories sont obsolètes aujourd'hui pour décrire ce qu'est la vie politique libanaise et votre action en l'occurrence? Bon, certainement, le 14 mars et octobre, c'était deux tournants dans l'histoire du pays. Est-ce que je suis la synthèse de ces deux mouvements? Bon, je ne me suis jamais identifié comme tel, mais j'ai certainement de grandes affinités avec ce qu'on a appelé la Saoura de 2019 et des principes ou des idéaux, disons, du 14 mars. Pas toujours côté du leadership du 14 mars, ça c'est une autre histoire. Et bon, je me sens aussi en quelque sorte héritier ou proche, parce que j'ai beaucoup écrit sur les accords de Taïf, que je crois être le moment fondateur de la Deuxième République. Bien, je crois qu'il faudrait passer à une Troisième République maintenant. Et voilà, mais j'ai mes idées sur la Troisième République. Donc je suis peut-être à l'intersection pas de ces deux moments, mais de ces quatre moments. Comment je projette le Liban dans l'avenir, un moment fondateur du Liban actuel qui est les accords de Taïf et certainement le 14 mars et la Saoura d'octobre. Ça répond un peu à votre question? Je ne sais pas. Oui, vous y avez répondu. Est-ce que c'est encore, à votre sens, des dates qui structurent la vie politique libanaise aujourd'hui? Ou est-ce qu'on est sorti de tout ça? Est-ce que ça a encore du sens de dire que le Liban est divisé entre le 14 et le 8 mars? On n'en est pas sorti, on n'est même pas sorti du pacte national de 1943, ni de 1920, vu qu'il y a 2 ans, on voulait fêter le centenaire du grand Liban. On ne sort jamais de ces moments. Ça, c'est des moments qui ont marqué l'histoire du pays. Mais moi, je préfère me projeter dans l'avenir plus que chercher des références dans le passé. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Vous appartenez à une grande famille politique qui a joué un rôle
historique important dans la vie politique libanaise au cours du siècle dernier et ce siècle. Et nous avons aussi un autre éminent représentant de cette famille ici présent. Est-ce que vous avez le sentiment que cette appartenance pèse dans votre façon d'appréhender le pouvoir et de le gérer? Ou est-ce que vous pensez que c'est un atout? Vous pensez que c'est un poids? Comment vous vivez la chose? Bon, écoutez, je suis né dans une famille où on parlait politique 23 heures sur 24. Et mon grand-père était député au Parlement ottoman et avait fondé le mouvement de réforme à Beyrouth en 1912. Bon, mon oncle, ça a été plusieurs fois Premier ministre. Mon cousin, ici présent, a été aussi député, ministre et Premier ministre. Donc, je viens de ce milieu, mais j'aimerais pas être réduit à ce milieu-là. Quand même, j'ai été formé dans cette famille, comme j'ai plusieurs identités, comme beaucoup d'entre nous. J'ai été, je crois, aussi formé à l'école internationale de Beyrouth, à la section française de l'ICI, qui m'a autant marqué peut-être que ma famille. J'ai été aussi marqué par mes études, par les années que j'ai passées entre Paris et les États-Unis, et surtout par les amis que j'ai eus et dont plusieurs sont présents ici au premier rang. Voilà, donc c'est des appartenances multiples. Et, certainement, c'est une des composantes de mon identité, la famille, mais il y en a d'autres sinon plus importantes. Qu'est-ce que vous avez de Salam et qu'est-ce qui vous différencie peut-être de la maison Salam? Bon, ce que j'ai de Salam, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler le virus politique. Donc je suis né avec ce virus-là, et on n'a pas encore trouvé de remède à ce virus, comme à beaucoup d'autres virus. Mais aussi je tire une certaine fierté aussi de l'histoire de mon grand-père, qui était un grand réformateur et un homme éclairé dans son temps. C'était un homme moderne, et je ne vais pas donner l'exemple de la modernité de mon grand-père. Mon oncle Saeb, c'était quelqu'un de courageux et qui a beaucoup fait pour le pays. Et bon, mon cousin ici présent aussi, c'est quelqu'un qui est vraiment de très pondéré, centriste, etc. Et il y a donc ce mélange qui vient de la famille, mais encore une fois, j'appartiens à un autre monde que celui de la famille. Bon, je suis quelqu'un qui a vécu, moi je dirais, j'aimerais appeler ça l'après, mais 68, je vais avoir peut-être, je ne sais pas, 15 ans en 68, mais il y a tout un monde d'après. J'appartiens à ces dynamiques intellectuelles que j'aimerais appeler celles de l'après, mai 68. J'ai été vraiment marqué par mes années d'études en France, ayant côtoyé de nombreux grands arabisants et grands écrivains et penseurs qui ont formé cette époque-là. Monsieur le Premier ministre, justement, puisque vous le mentionnez, qu'est-ce qui reste aujourd'hui chez vous de ce jeune étudiant révolutionnaire? Écoutez, il en reste beaucoup. Je crois que c'était on m'avait posé la question quand je suis arrivé aux États-Unis, quand j'ai débarqué aux Nations Unies. J'avais connu un peu le monde international à la cité universitaire à Paris. Donc j'avais rencontré des Vietnamiens, des Cambodgiens, des gens qui venaient du Congo, d'autres qui venaient du Brésil ou d'Argentine. J'avais connu le monde
à la cité universitaire. Et à cette époque-là, Paris était aussi une capitale arabe, que le Caire était une capitale arabe, ou Damas était la capitale arabe, mais peut-être même plus une capitale arabe, où le Maghreb et le Mashrek se rencontraient. Donc, bon, tout ça a participé à ma formation de cette période-là. Vous avez l'impression de vous être modéré avec le temps? Vous êtes peut-être plus réformateur et moins révolutionnaire, ou pas nécessairement? Oui, écoutez, j'aime la formule plus réformateur et moins révolutionnaire. Mais écoutez, dans le réformateur, il y a toujours un côté de révolutionnaire, parce que réformateur, ça veut dire ça, on veut changer l'ordre établi. Donc je suis toujours pour le changement à travers des réformes. Peut-être les réformes, ici ça veut dire, c'est pas par les moyens violents, mais par les moyens démocratiques. Non, je suis convaincu. Et, au Liban, on a besoin d'une réforme, enfin deux réformes, ou on a besoin d'une révolution? Non, il a besoin pas de réformes, il a besoin de beaucoup de réformes avec un grand S à la fin. Un R, mais un grand S à la fin. Donc, on a besoin de réformes multiples, on a besoin de réformes, ce qu'on a commencé à essayer maintenant d'entreprendre, des réformes financières, économiques, on a besoin de réformes. Bon, ça c'est les réformes du système bancaire, des réformes fiscales, pour mettre un peu d'ordre dans le débat qu'a connu le financier, économique qu'a connu le pays pendant les 5 dernières années. Mais ça, c'était aussi le résultat d'une malgouvernance qui a duré pendant des années. Il a besoin, certainement, si on veut remettre l'État sur pied, il a besoin d'une réforme administrative profonde. Et il a besoin de réformes politiques, dont certaines, on en trouve les éléments dans les fameux accords Taïf, qui malheureusement étaient mal appliqués. Alors que les accords de Taïf, c'était supposé être un package deal, un ensemble, ils n'ont jamais été mis en œuvre, appliqués comme un package deal. Certains ont voulu appliquer, disons, l'article 1, l'autre l'article 2. C'était du pick and choose dans Taïf, ce qui a complètement détruit l'idée centrale de Taïf, qui devait être un package deal où chacun aurait dû trouver son compte. C'était un gagnant-gagnant, Taïf, et on a commencé à avoir des gagnants-perdants, et qui ont changé de camp. Parfois, les gagnants étaient gagnants, les perdants sont devenus gagnants. Donc, il faut commencer par côté réforme politique, par remettre Taïf sur pied. Donc, à commencer par mettre en œuvre les réformes qui n'ont pas été appliquées. Je peux vous les nommer si vous intéresse. Si vous le voulez bien, on va reparler de Taïf et plus généralement du modèle libanais un peu plus tard. Mais avant, on aimerait vraiment se concentrer sur vous, sur votre parcours et sur votre construction politique. Bon, mon parcours. Qu'est-ce que je pourrais dire de mon parcours? Mon parcours, bon, c'est comme l'identité. Là, je vous ai dit, les identités de chacun sont des identités multiples. On ne peut pas les réduire ni à la confession, ni à la famille, ni au terroir, ni à l'école où on a été. Bon, c'est des idées qui ont été très bien développées. Cette question d'identité multiple dans un livre petit, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas lu, ça fait toujours du bien de citer ses amis, dans les identités meurtrières d'Amin Malouf, qui explique bien qu'on ne peut pas réduire les individus à une seule identité. Les maronites, par exemple, ou les sunnites, ce n'est pas seulement des maronites ou des sunnites, c'est des avocats, c'est des ingénieurs, ils viennent de Beyrouth ou de Tripoli, ils ont été dans un système scolaire français ou anglais. Tout ça, c'est des identités. Bon, il y a ça. Donc, professionnellement aussi, je suis passé par plusieurs étapes. J'ai commencé à pratiquer l'avocature et l'enseignement. Puis j'ai été diplomate.
Et puis, écoutez, j'ai été juge à la Cour internationale de justice. Et voilà, je finis en politique. Maintenant, je ne crois pas que j'aurai une nouvelle vie. Mais c'est... donc, tout ça, c'est ce mélange qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je crois que chacun de nous est un mélange de plusieurs éléments. Alors justement, excellente transition. Votre nomination, il y a quelques mois, a surpris beaucoup de monde, à commencer par vous-même. Vous étiez au Liban quelques jours auparavant et vous êtes rentré à La Haye pour reprendre vos fonctions à la tête de la Cour internationale de justice. Qu'est-ce qui fait qu'un président un poste aussi prestigieux qu'un président de la CIJ décide de quitter son poste pour rentrer dans un pays en crise pour être Premier ministre? Est-ce que vous avez hésité? Est-ce que finalement il y a quelque chose qui vous a convaincu? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, écoutez, je ne vais pas donner une réponse banale ou comme ça stéréotypée, genre c'est l'amour du pays. Non. Bon, écoutez, c'est pas ça. Mais j'ai cru voir une chance aujourd'hui de pouvoir introduire les réformes auxquelles j'avais consacré une partie de ma vie à penser, écrire. Et pour moi, malheureusement, les 20 dernières années, sinon les 30 dernières années du pays, c'était des années où on a raté un nombre d'occasions importantes, à commencer par l'application, la mise en œuvre, comme il aurait fallu le faire, des accords de Taïf. On avait raté ça, cette occasion. Deuxièmement, on a eu une deuxième occasion, c'était le retrait israélien. On a raté l'occasion du retrait israélien pour pouvoir rebondir. Troisième occasion qu'on a ratée. Et ça, c'est dans seulement 30 dernières années. Une nouvelle occasion s'était présentée au pays qui était le retrait syrien. On a mal géré le retrait syrien, ou mal géré les opportunités, les chances qu'il y avait là. Et là, j'ai vu que c'était peut-être jamais une dernière, mais c'était une nouvelle chance devant le pays, surtout après l'élection du président Joseph Aoun, le président de la République, et son discours d'investiture qui était très prometteur. Puis donc voilà, il y a un moment maintenant prometteur, et si l'occasion allait se présenter, je me dis bon, j'aimerais faire partie de cette opportunité ou de ce moment porteur de changement. Et j'ai décidé de quitter la Cour. Bon, je sais que c'était, voilà, votre collègue dit, je sais que c'était un poste prestigieux. C'est pas seulement que c'était un poste prestigieux, mais j'aimais beaucoup mon travail à la Cour. Et c'est pas tous les 10 ou 20 ou 50 ans qu'un Libanais allait être élu à la présidence de la Cour, mais je crois que je ne vais pas appeler ça le défi, mais qu'il fallait, quitter venir au pays. Aux responsabilités, disons. Est-ce que parfois, Monsieur le Premier ministre, après une longue journée, après un Conseil des ministres éprouvant, des négociations difficiles, vous rentrez chez vous le soir et vous vous dites « Finalement, j'étais quand même bien à La Haye ». Bon, écoutez, ça ne se pose pas exactement en ces termes-là, mais parfois, pour ne rien vous cacher, j'ai une certaine nostalgie de La Haye. Je sais que j'ai déjà une journée pleine aujourd'hui, mais bon, on ne peut pas tout faire, mais les questions qui continuent à être posées devant la Cour à La Haye me manquent. Je vous donne un exemple. Là, j'ai quitté à un moment où j'avais présidé à toutes les audiences sur le changement climatique, et j'aurais pouvoir aimer participer aux délibérations
sur l'avis consultatif que la Cour a rendu sur le changement climatique, la grande question, ou une des plus grandes questions qui se posent au monde aujourd'hui. Mais bon, déjà, les journées de 24 heures, là, ne suffisent pas. Il faut des journées de 36 heures. Donc, je n'aurais pas pu continuer à assumer mes responsabilités et aussi continuer à m'occuper des questions devant la Cour, comme observateur, comme quelqu'un qui suit avec intérêt. Non, je regrette cela. Bon, comme je regrette de ne plus pouvoir suivre les affaires du monde comme je le faisais dans mon vieux temps à New York ou à La Haye, où je vais passer 2 bonnes heures tous les matins à suivre les développements dans le monde, à lire tous les journaux, etc. Bon, ça malheureusement, j'ai plus ce luxe, si on peut appeler ça. Vous disiez vous-même que vous avez baigné dans la politique. À La Haye, vous suiviez de très près encore les nouvelles de la politique libanaise. Est-ce que malgré tout, il y a des choses qui vous ont tout de même surpris une fois votre arrivée au pouvoir? Qui m'ont surpris. Est-ce que vous vous êtes dit, c'est encore pire que ce que j'imaginais? Pire, mais plus difficile, disons. Plus difficile. Que je l'imaginais. Surtout l'état de l'administration et les difficultés de la bureaucratie au quotidien. Et c'est pour ça, en parlant des réformes, j'ai commencé par la réforme en profondeur qu'il faut de l'administration et du degré d'enracinement. J'avais écrit là, sur l'enracinement du confessionnalisme, etc., dans le pays, mais malheureusement, dans la pratique quotidienne, j'ai, bon, je vais dire, découvert, mais j'ai pu apprécier malheureusement que c'était encore plus enraciné que je ne le pensais. Mais ça, c'est peut-être un paradoxe. Mais le plus on s'engouffre dans le confessionnalisme, je crois que le plus le besoin d'essayer de trouver les moyens ou les stratégies pour en sortir deviennent indispensables. J'aimerais maintenant qu'on évoque la cause palestinienne. C'est une cause qui vous a accompagné tout au long de votre parcours, jusqu'à La Haye, où vous avez eu affaire à des grandes questions que se pose aujourd'hui le droit international. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui quand, dans certains milieux plutôt proches du Hezbollah, on vous accuse d'être un agent sioniste? Est-ce que c'est une insulte qui vous blesse et qui vous touche particulièrement? Écoutez, vous n'allez pas me croire si je vous dis que ça ne m'a pas beaucoup touché, parce que c'est des mensonges trop flagrants. Ça, mais je comprends que le Hezbollah a besoin de, comme d'autres partis, on a besoin toujours d'un ennemi. Donc, ils ont cru que c'était un ennemi facile. Il a fallu trouver une autre étiquette ou quelque chose de plus crédible. Ça, je crois que pour construire un ennemi, c'est l'étiquette la moins crédible. Ça. Et même ceux qui... C'est pour ça que quand je reçois les dirigeants du Hezbollah, c'est la première blague, voilà, vous venez rencontrer un sioniste notoire. Comment ça, vous les chefs du Hezbollah, c'est peut-être mauvais pour vous de venir chez un sioniste notoire, écoutez ça. Mais non, c'est... Quelle place elle occupe, la Palestine, aujourd'hui? Même là, les dirigeants savent que c'est une étiquette qui ne vaut pas dessous. Mais le problème, c'est que leur base, là, les gens à qui ils s'adressent, risquent de croire cela. Et le vrai problème, c'est que cela aussi risque d'aggraver la situation interne et la polarisation interne, surtout au niveau des tensions déjà qui pourraient exister surtout entre sunnites et chiites. C'est de la folie. Ils prêchent dans ce qu'on appelle la fitna en langage
communautaire chez les sunnites. Mais c'est vraiment malheureux. Et précisément, dans Mais la base... au niveau personnel, ça c'est... Ouais. Dans la base, chez la base du Hezbollah, enfin le public du Hezbollah et d'autres, vous ne pensez pas qu'il est difficile d'affirmer qu'on cherche, qu'on défend la cause palestinienne tout en cherchant à désarmer le Hezbollah? Ce message, vous ne pensez pas qu'il ne passe pas chez le public du Hezbollah et les gens qui sont dans cet état d'esprit? Bon, écoutez, commençons par les Palestiniens eux-mêmes. Oui, qu'on a parlé de désarmement. Quand le président Abbas était à Beyrouth, et on a eu des négociations sur la question du désarmement des camps palestiniens, qui est à l'ordre du jour depuis déjà une quinzaine d'années, que le président Abbas a affirmé durant sa visite chez le président de la République et dans le communiqué commun entre lui et le président. Et écoutez, monsieur le président, c'est peut-être le moment où il faut commencer, parce que désarmer les camps, les armes dans les camps palestiniens, aujourd'hui, ça sert à quoi, monsieur le président? Malheureusement, il porte le potentiel de coopération possible interpalestinienne ou palestino-libanaise. C'est plus des armes qui vont servir aujourd'hui à la libération de la Palestine et encore moins à défendre les camps palestiniens. Aujourd'hui, la force de la cause palestinienne, c'est pas dans les Kalachnikov, les Dikteriov, les je sais pas quoi là, ou les fusées qui sont dans les camps palestiniens. C'est beaucoup plus dans le nombre d'États qui sont en train, jour après jour, de reconnaître l'État de Palestine. C'est dans les centaines de milliers de personnes qui ont pris la rue pendant ces 2 dernières années à Londres, à Berlin. Qui aurait dit à Berlin, à Paris, dans les grandes capitales occidentales, pour soutenir la cause palestinienne, pour venir en soutien à Gaza, et sans oublier les dizaines de milliers dans les universités américaines. Il y a ce changement, ça c'est important. La force de la cause palestinienne aujourd'hui réside dans ces changements-là, pas dans les quelques armes qui continuent à traîner dans les camps palestiniens et qui sont un danger pour les Palestiniens eux-mêmes et un danger pour les Palestiniens et les Libanais. Je dirais la même chose au Hezbollah aujourd'hui. Écoutez, pour être très franc, et je vais le répéter aujourd'hui encore une fois, certainement, comme les armes des Palestiniens, à un moment ont servi la cause palestinienne. Peut-être sans les armes des Palestiniens, sans ce que les Palestiniens appelaient la lutte armée, qu'ils ont menée, disons, entre 65 et 75. La cause palestinienne n'aurait plus été sur la table aujourd'hui des négociations entre les grands. De même, sans les armes ou sans la lutte armée que les Libanais ont menée au sud. Bon, il y a eu les communistes au début, il y a eu l'Organisation d'action communiste, il y a eu le PPS, tout ce monde-là, et puis il y a eu le Hezbollah qui était le grand acteur de cette résistance armée. Sans tout ce monde, et surtout sans le Hezbollah, très probablement, et je le dis le Sud n'aurait pas été libéré. Mais depuis que le Sud a été libéré en 2000, ces armes, est-ce qu'elles ont servi, comme nous essaie de nous faire croire, le Hezbollah a dissuadé l'ennemi de nous attaquer? Malheureusement pas. L'ennemi a continué à nous attaquer. Est-ce qu'ils ont permis de défendre le pays, comme aussi ils essaient de nous faire croire? Comment on peut nous faire croire que ces armes-là ont pu participer à défendre
le pays et si on commence à compter le nombre de villages détruits au sud du Liban. Ces armes ont pu défendre ces villages-là? Encore plus, est-ce que ces armes-là ont pu défendre les dirigeants du Hezbollah lui-même? Est-ce qu'ils ont pu défendre les membres du Hezbollah eux-mêmes? Malheureusement, la réponse est non. Non. Et encore moins, ces armes-là n'ont pas été d'un soutien à Gaza. Ils ont appelé ça la guerre de soutien à Gaza. Il suffit d'avoir une télévision à la maison et voir l'état des lieux à Gaza. Gaza n'existe presque plus depuis 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui, Gaza est 80%, sinon plus, de Gaza est rasé au sol. Donc ces armes n'ont pu ni intervenir au soutien de Gaza, ni dissuader l'ennemi, ni nous protéger contre l'ennemi, ni les protéger eux-mêmes contre l'ennemi. Alors écoutez, qu'on ne dise pas que ça c'est des arguments suisses. Au contraire, là, c'est... Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que je suis sûr que vous avez d'autres questions. Alors, votre gouvernement a mené plusieurs réformes depuis 6-7 mois que vous êtes là, a déjà mené plusieurs réformes. On a parlé de ça l'autre jour. C'est un gouvernement qui a fait un ensemble de réformes jusqu'ici qu'on n'a pas vu depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Vous avez... Donc, il y a les réformes sur le plan financier, le secret bancaire, la résolution bancaire. Il y a la prochaine loi qui est attendue sur le trou financier. Il y a l'indépendance de la justice. Il y a dernièrement la formation des autorités de régulation de l'électricité. Ce sont des choses qui apparaissent aujourd'hui gigantesques par rapport au blocage qu'on voyait dans ces domaines depuis des décennies, pour ainsi dire. Et malgré ça, on a l'impression que pour le Libanais moyen, pour tous les Libanais, pour l'ensemble, pour l'opinion publique en général, il n'y a que le désarmement de Hezbollah maintenant qui compte. Vous avez pris des mesures sur ce plan-là, les mesures qui ont été annoncées, le plan qui a été annoncé début août, et puis tout ce qui s'en est suivi. Est-ce que vous croyez que ce qui a été décidé sur ce plan-là est suffisant et que les choses vont progressivement s'arranger, ou vous croyez qu'un jour ou l'autre, il faudra que le Hezbollah dise « bon, ben, d'accord, c'est fini, on va livrer nos armes ». Est-ce qu'il faut arriver à ce moment-là? Bon, écoutez, vous avez été généreux en faisant la liste là, des réformes qu'on a essayé d'entreprendre. Bon, vous en avez oublié une importante, qui est ce qu'on a essayé de mettre en place comme mécanisme pour les nominations dans la fonction publique, où pour la première fois, on a essayé d'introduire un véritable degré de transparence. Maintenant, on annonce, les postes vacants sont annoncés dans la presse. On ne vient pas en conseil des ministres à la dernière minute et on sort des lapins par-ci, par-là. Non. Les postes sont annoncés. 2, il y a cette espèce de transparence, de compétitivité, vu que les candidats présentent leur candidature. Je vais vous donner un exemple. Peut-être pour le poste de président du Conseil de développement et de la reconstruction, écoutez, il y a eu 104 candidats. C'est quelque chose. Ça donne une idée de la compétitivité. Et 3, on a pu réintroduire un élément de mérite dans le choix. Malheureusement,
là, le côté mérite a toujours dû être contrebalancé par le facteur confessionnel. Donc, je ne peux pas dire que c'est le mérite à 100%, le mérite avec un grand thème, mais quand même, l'élément mérite a été, comment dire, réhabilité dans le choix des... et ça, c'est important. Je voulais seulement ajouter... maintenant, je reviens donc sur votre question concernant les armes. Bon, il y a ceux qui parlent désarmement, retrait des armes, etc. Moi, je préfère m'en tenir à la formule des accords de Taïf, parce que là, ça c'est bien avant la 1701, bien avant la 1559, qui est pour certains problématique. Et là, les accords de Taïf, tout le monde dit que les accords de Taïf, la formule est très claire. On parle de l'extension de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire libanais par ses propres moyens. Ses propres moyens, ça veut dire les moyens de l'État. Personne d'autre. Et là, dans la déclaration ministérielle, on avait repris ce que le gouvernement de mon prédécesseur, le gouvernement Mikati, avait, qui sont les, ce qu'on appelle là, cessation of hostilities, là, announcement, la déclaration sur la cessation des hostilités de novembre dernier. Du 27 novembre. De novembre 2024. Premier paragraphe. Et lister qui sont ceux qui pourraient garder des armes dans le pays. Je vais les énumérer. L'armée libanaise, les forces de sécurité intérieure, la sûreté générale, comment on appelle ça en français? La sécurité de l'État. Voilà, sûreté de l'État, les douanes, les municipalités. Point à la ligne. Ça, c'est les seuls qui ont la légitimité du port d'armes dans le pays. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre. Rien d'autre. Donc, de Taïf à la déclaration sur la cessation des hostilités. Je crois qu'on a fait deux grands pas dans ce sens-là. Un, la décision du 5 août, où on a réaffirmé pas le principe, mais la politique. On a transformé ce principe ou cet engagement dans la déclaration ministérielle en action. On a fait une décision du Conseil des ministres en ce sens-là et on a demandé à l'armée de revenir vers nous avec un plan. L'armée est revenue un mois plus tard avec un plan. Bon, on a raconté plein de choses là sur ce que l'armée est revenue. On a dit non, voilà, vous n'avez pas pris de... C'est pas une décision parce que vous avez dit seulement que vous accueillez. D'ailleurs, il était pas bon là le titre de l'Orient. Non, tout de même. Non, tout de même. Le 6, oui, le 6 septembre, en arabe, c'était Nourahib. Nourahib, c'est on accueille favorablement. Et malheureusement, le favorablement a sauté du titre de l'Orient. Je connais cette terminologie parce qu'on l'utilise aux Nations Unies. C'est welcome, qu'on traduit par on accueille favorablement. Et malheureusement, ça n'a pas été traduit comme ça. Mais en tous les cas, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Nul n'est à l'abri de ce genre d'erreur. Non, mais moi aussi, j'en fais. Nous vous présentons nos plates excuses. On a accueilli favorablement le plan de l'armée. Et que dit ce plan de l'armée? On dit il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Oh là là, mais c'est pas vrai.
Comment ça? Il y a une séquence, il y a 5 séquences. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. Première phase qui est une phase qui s'étend sur 3 mois. 3 mois à ma connaissance, quand on parle de mois, de semaines, de jours, de trimestres, d'années, etc. C'est des dates. Ça, donc il y a une date bien fixe, là, ou fixée, là, qui est celle des 3 mois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces 3 mois? Un, accomplir le monopole des armes sud Litanie et dans tout ce qui est, dans le reste du pays, tout ce qui est nord Litanie, la politique de containment des armes. Et clairement, ce qui est dit dans le plan, ça veut dire interdire le port et le transfert des armes dans le reste du pays. C'est déjà un très grand pas, c'est pas un petit pas. Ça, en tous les cas, même si on le considère petit pas, si vous voulez, ou pas moyen, mais quand même c'est un pas important. Appelons ça comme ça, ni petit ni grand, mais c'est un pas important. C'est ce qui a été décidé. Et encore plus, le Conseil des ministres a décidé de rester saisi de l'affaire en demandant un rapport mensuel à l'armée sur l'évolution, le progrès de la mise en œuvre de son plan. Ça, c'est aussi un autre élément de date, on va appeler ça. Bon, on a pu raconter plein de choses là-dessus, mais je me permets pour une fois de rectifier les choses. Écoutez, nous sommes 24 ministres. S'il n'y avait pas eu, dès la première heure, 5, 6, 7, je ne sais pas qui, combien de ministres, parce qu'on avait décidé que ces délibérations allaient rester secrètes. Ces délibérations, je ne me serais jamais permis de venir devant vous ce soir et d'avoir fait la semaine dernière, de dire non, la première étape, quels sont les éléments de cette première étape. Mais dès la première heure, bon, des collègues sont sortis et ont commencé à donner des déclarations à la presse expliquant ce qu'est le plan. Donc j'ai dû parfois intervenir pour rectifier ou pour clarifier de quoi il s'agit. Sinon, croyez-moi, j'aurais préféré, moi, m'en tenir au secret des délibérations, mais secret à 24, c'est difficile. Alors, toujours sur le même sujet, est-ce que vous toujours pensez... sur le même sujet? Oui. Un tout petit peu. Vous pensez que ça pourrait se faire, que le monopole des armes pourrait se faire sans contrepartie politique au Hezbollah ou à la communauté chiite en général? Bon, écoutez, c'est pas un grand soupir là. Non, mais il y a un nombre d'éléments. Nous, on a dit ça à tout le monde. Là, pour pouvoir mettre en œuvre ce plan, avant d'arriver au Hezbollah ou à la communauté chiite, ce plan-là, on ne pourrait pas le mettre en œuvre seul. On aura besoin, on ne demande pas ni à nos frères arabes, ni à nos amis dans le monde de se mettre dans nos souliers et de faire ce que nous, on devrait faire. Mais seul, on ne pourrait pas le faire. On a besoin, côté politique, que les Américains, ce qu'on appelle entre guillemets, on entend maintenant, il faut des doubles guillemets, la communauté internationale fasse pression sur Israël pour qu'Israël commence à se retirer des 5 points qu'elle continue à occuper et qui n'ont aucune valeur militaire ou sécuritaire. Et j'ai essayé d'expliquer ça, je ne sais pas combien de fois, à M. Barak, à Mme Ortegus, au général Jeffers, à l'ambassadrice. Écoutez, on n'est pas en 1914.
Monsieur Barak, ce n'est pas la première guerre mondiale. On n'a pas besoin d'être sur une colline de 600 mètres, 700 mètres, avec des jumelles ou une lunette à la Galilée pour voir ce qui se passe autour. Nous sommes à l'ère des images par satellite, nous sommes à l'ère avec les drones là, qui circulent à longueur de journée, qui filment toute fourmi qui bouge sur le terrain. Nous sommes, là, ils ont des ballons, là, des petites montgolfières le long de la frontière aussi, qui contrôlent tout mouvement. Et sans parler des réseaux là, d'espions, je ne sais pas quoi, qui sont sur... Donc là, qu'on vient de me raconter que ces 5 points ont une valeur stratégique, militaire ou sécuritaire, ça, écoutez, dans une école militaire, ça ne prendrait pas un 2 sur 20, cette histoire. Donc, on leur demande, pour faire pression, il faudrait qu'Israël fasse de son côté un pas, mais un vrai pas aussi, retrait de ces points, à commencer par 1 ou 2 points, arrêt des hostilités, ce à quoi il s'était engagé dans la fameuse déclaration du 27 novembre dernier, de libérer des prisonniers libanais en Israël. Et de l'autre côté, à tous nos amis, à commencer par les Arabes, on va demander à l'armée de se déployer au sud en grand nombre, de faire là les patrouilles, contrôle de frontières nord et est, et de faire aussi un travail de police dans les grandes villes, que ce soit à Tripoli, à Beyrouth, sans donner les moyens à cette armée. Et quand je parle de moyens, il faut des moyens en equipment, et les moyens financiers. C'est des soldats qui sont sous-payés. Donc il faudrait des moyens financiers, il faudrait des moyens en équipement à l'armée. Troisièmement, et là, je l'ai dit aux habitants du Sud, qui ne sont pas seulement des chiites, il y a plusieurs villages sunnites qui ont été complètement arrasés. Il y a des villages chrétiens au sud qui aussi vivent sous la ligne de pauvreté. Pour tout ce monde-là, il faudrait donner les moyens d'une reconstruction, à commencer par les infrastructures. Et là, le président Macron, quand il était venu à Beyrouth en janvier dernier, il avait lancé l'idée d'une conférence d'aide à la reconstruction au Liban. Vous savez que ces sudistes, c'est comme on dit, des habitants du Sud et des autres régions qui ont été touchées par les frappes israéliennes, puissent voir que, pas à la fin du tunnel, mais qu'il y a un vrai phare là-bas, pas un petit rayon. Mais je crois qu'on est bien parti là-dessus. Les Français, vous le savez mieux que moi, vous avez certainement dû rencontrer et messieurs Le Drian et Guy, donc le président Macron, à travers donc, son émissaire, renouveler son engagement à appeler pour une conférence pour la reconstruction et ce qu'on appelle aujourd'hui le redressement du Liban. Et bon, je vais m'aventurer à dire que côté de nos partenaires et de nos frères arabes, je sens qu'il y a un nouveau sentiment et que cette conférence spéciale de soutien à l'armée pourrait être dans les cartes
dans les... bon, là, je prends le risque de dire les semaines à venir. Et côté... bon, écoutez, côté américain, là, je peux me tromper, mais je les ai vus la dernière visite, Barack Ortegus, plus compréhensif, disons. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir, comment dire, délivrer M. Netanyahu, mais certainement plus compréhensif à l'égard de nos demandes de mettre pression sur Israël pour que Israël se retire, parce que le risque est grand. Cela pourrait retarder ou l'élan là que le gouvernement a pris après le 5 août ou le 5 septembre. On pourrait commencer à perdre un peu cet élan-là. Écoutez, commençons par s'entendre sur une question. Les accords de Taïf, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas quel autre livre saint. Non, ce n'est pas ça, les accords de Taïf. Mais n'empêche, les accords de Taïf, c'est ce pacte, le seul pacte qui existe entre nous, entre les Libanais, qui a permis de mettre fin à la guerre et de permettre de remettre, même de façon boiteuse, l'État sur pied. Il faudrait, à mon sens, redresser là, les déséquilibres actuels dans Taïf, c'est-à-dire mettre tout ce qui n'a pas été mis en œuvre dans Taïf, le mettre en œuvre. Je vais vous donner des exemples. La décentralisation administrative, ça traîne depuis quand ça? Depuis Taïf. 2. Cette fameuse commission qui aurait dû réfléchir sur les moyens de dépasser progressivement, et c'est ce que dit le texte, le confessionnalisme qui aurait dû être établi avec le premier parlement élu sur la base de la parité, donc depuis déjà plus de 30 ans, qui n'a pas été fait. Bon, il y a des réformes importantes dans Taïf qui ont été complètement défigurées, dénaturées et qui sont allées dans... je vais vous en donner 2 exemples. Et je me limiterai dans chacun des cas à 2, seulement pour ne pas faire maintenant une conférence sur Taïf et les applications de Taïf. Bon. Le Conseil constitutionnel. Ce Conseil constitutionnel aurait dû, d'après les accords de Taïf, être chargé de l'interprétation de la Constitution. Alors, Taïf, le Conseil constitutionnel, sera seulement chargé de décider de la constitutionnalité des lois. Donc, on lui enlève, parce que les parlementaires, et j'en vois ici, non, il n'y a plus de parlementaires, des anciens parlementaires, il y en a un ancien parlementaire, 2 anciens parlementaires, 3, oui. 3 anciens
Parlement. Non, ça c'est grave, ça. L'interprétation de la Constitution, ça doit rester entre nos mains. On ne va pas donner ces pouvoirs au Conseil constitutionnel. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que l'interprétation de la Constitution sera toujours fonction des changements de majorité politique au Parlement, et on n'aura jamais une certitude, une certainté que toute loi devrait donner, et raison de plus, la Constitution. Donc, ça a été défiguré dans l'application TAEF. Un autre exemple, la loi électorale. La loi électorale, écoutez, bon, là aussi, on pourrait passer des heures à parler de la loi électorale, mais aucune des lois électorales passées depuis TAEF, il y en a eu trois ou quatre, rien à faire. Le texte de TAEF. Maintenant, encore une fois, comme TAEF, ce n'est ni le Coran, ni la Bible, ni la Bible, ni l'ancienne, ni les évangiles. Bon, il y a des dysfonctionnements que la pratique a montré. Donc, il faudrait rectifier. Là, on sait là où sont les problèmes de TAEF. Il faut les rectifier. Et certainement, il faut rester vers l'avenir. Quand les circonstances le demandent, il faut faire preuve de, mais je vais appeler ça de la souplesse, mais de l'intelligence politique nécessaire pour aller de l'avant et faire les amendements nécessaires pour aller au-delà de TAEF. Dans TAEF, et j'aimerais attirer seulement l'attention sur ce qui est une idée centrale a été dans TAEF et qui, je crois, reste toujours très vaste. C'est cette idée des deux chambres. Un Sénat et une Assemblée nationale. Le Sénat qui serait élu sur base confessionnelle et l'Assemblée générale sur base, ce que j'aimerais appeler citoyenne et non confessionnelle. Et moi je dis, tant que les Libanais auront cette dualité d'appartenance, on avait commencé par les appartenances, l'identité, etc. Jusqu'à nouvel la plupart des Libanais sont des individus, mais des membres de communautés, ils s'identifient comme de cette façon-là. Il faudrait pouvoir maintenir ces deux chambres qui répondent aux aspirations. Il y a une chambre qui répondrait aux aspirations citoyennes et une autre qui donnerait les garanties aux différentes confessions. Et ça, malheureusement, pas suffisamment d'efforts ou a été mis pour développer ce qu'aurait pu être ce système bicaméral, comment le faire, etc. Mais je crois que ça, c'est, pour l'avenir, ça devait être une des réformes centrales auxquelles il faudrait penser, sinon mettre en œuvre. Comment est-ce que vous parvenez, Monsieur le Premier ministre, à diriger un gouvernement dans lequel se trouvent des fortes personnalités avec des caractères très différents, mais surtout des partis qui sont eux-mêmes dans un état de guerre froide? Finalement, c'est quoi la méthode Salam? Est-ce qu'elle passe par l'autorité, par le consensualisme? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant, vous avez réussi là où d'autres ont échoué? Bon, écoutez, pour rien, vous cachez un peu de tout. Mais non. Je crois qu'on a un gouvernement beaucoup plus uni que vous ne le pensez. Et bon, personnellement, je suis vraiment très fier de présider ce gouvernement avec la qualité, surtout si je peux me permettre d'utiliser le thème de la qualité des ministres qu'on a dans ce gouvernement et qu'on a depuis bien longtemps. On n'a pas vu des ministres de cette étoffe là. Et c'est croyez-moi, le commerce entre les ministres, malgré leur
je vais pas appeler ça leur appartenance, mais leur, disons, affinité politique différentes, ont de très bons rapports entre eux. On a un nombre de comités ministériels, interministériels, où plusieurs membres qui viennent d'affinités différentes sont présentes et ça fonctionne à merveille. Donc, surtout que en général, ces comités interministériels sont présidés par M. Consensus, par excellence du terme, le ministre Mitri. Donc les conseils des ministres ne sont pas houleux? Pardon? Les différents conseils des ministres ne sont pas houleux? Comment vous décririez Écoutez, parfois il y a des tensions. Comment vous décririez l'ambiance? Écoutez, c'est normal. J'ai toujours dit, et je dis au président quand on a des différends, écoutez, c'est pas l'Union soviétique des années 30 ici, donc on peut avoir des divergences d'opinion à l'intérieur du gouvernement et dans toutes les démocraties, même là où il y a, même où c'est même un parti qui est majorité qui gouverne, il peut y avoir des opinions différentes. Mais jusqu'à présent, je vois que c'est bien géré, même quand des ministres ont quitté deux ou trois séances. Là, on a continué, on a repris. Et, non, écoutez, quitte à vous décevoir, mais ça se passe bien. J'aimerais vous poser une question sur la vision que vous avez du Liban. Est-ce que vous pensez que le Liban a un rôle à jouer dans la région, a un rôle particulier à jouer dans la région? Et si oui, lequel, d'après vous? Bon, écoutez, je crois certainement qu'au Liban, il a sa raison d'exister, sa raison d'être, pour commencer, pour lui-même, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses membres. Je ne sais pas si on peut appeler ça des citoyens, parce que c'est des citoyens plutôt, comme j'appelle ça dans un de mes livres, des citoyens empêchés dans l'État, mais et dans la région. Écoutez, mais ça peut jouer dans les deux côtés. Ça, le Liban, ça peut être le Liban de la guerre civile ou des guerres civiles, des tensions communautaires qu'on a connues, et un Liban que j'aimerais moins projeter dans l'avenir, qui serait un modèle pas seulement je ne sais pas comment on appelle ça, de dialogue, je ne sais pas quoi, intercommunautaire, mais de nouveau un phare de modernité dans la région. Il y a encore des ressources humaines incomparables dans la région. On a un système éducatif dans le pays, des universités vraiment inégalées dans la région. Donc, il peut toujours jouer un grand rôle dans le monde arabe. Elle ressemblerait à quoi, pardon, cette modernité? Comment? Elle ressemblerait à quoi, cette modernité libanaise? Elle ressemblerait à quoi, cette modernité? Bon, écoutez, quand on parle de modernité, aujourd'hui, nous sommes en 2025, on peut penser à la technologie, à l'intelligence artificielle, etc. Croyez-moi, on est en train de faire tout le nécessaire pour aller dans le sens de la... comment on appelle ça en français? Digitalisation, numérisation, digitalisation de... Il faut faire attention, on a des spécialistes de l'intelligence artificielle dans la salle. On essaie d'aller dans ce sens-là. Je crois qu'on a perdu beaucoup de temps. Et si on regarde là
à l'est ou au sud, les pays du Golfe, pourraient me dire que bon, on a des années à rattraper, mais je préfère ne pas faire le compte de cette façon-là. Ce n'est pas des années à rattraper. Regardons vers l'avenir, allons vite et on aura certainement notre place. Et je crois qu'on a toujours un système éducatif et des universités inégalables dans le monde arabe. Bon, je sais que maintenant il y a des succursales pour je ne sais pas quelle université américaine là, dans tel pays du Golfe ou dans tel autre, mais c'est des farces. Ça, c'est incomparable avec l'histoire de l'université américaine ou de l'université Saint-Joseph et ce qu'elle apporte, pas seulement au Liban, ce qu'elles ont apporté à la région et ce qu'elles pourraient de nouveau apporter au Liban et à la région. Qu'est-ce qui se joue justement? Écoutez, je crois que là on parle, bon, le ministre de l'Industrie, très bien, mais je crois que bon, on me dit que le ministre de l'Industrie n'est pas avec nous, mais je crois que ce qu'on exporte le mieux, toujours dans ce pays, c'est pas, je ne sais pas quel produit est manufacturé dans des... Mais malheureusement, c'est les Libanais qui sont formés dans ces grandes universités à Beyrouth et qu'on retrouve un peu partout dans le monde arabe. Donc on a toujours cette valeur ajoutée au Liban. Vous parliez de la région. Qu'est-ce qui se joue justement dans la région aujourd'hui? Est-ce que nous sommes en train d'assister à la naissance d'un nouveau Moyen-Orient ou même du début d'une ère israélienne? Bon, certainement, on a un Israël déchaîné dans la région, un Israël où, dans un monde, il n'y a pas les... vous allez me traduire ça, genre, il n'y a pas de traduction française, de checks and balances dans la région. On a un unchecked Israël dans la région, ce que j'essaie de traduire par un Israël déchaîné dans la région, qui frappe à Sanaa, qui tape à Damas, même quand les Américains lui disent non, comment ça, ouais, ils tapent à Sanaa, qui ne s'arrête pas. C'est un carnage continu depuis déjà presque 3 ans à Gaza, et qui frappe à Beyrouth. Bon, on peut dire que c'est une petite superpuissance là. Netanyahou, je dis, bon, vraiment, c'est jamais Ben Gurion, je ne sais pas qui a eu pu jouir de la force et de l'influence qu'il a dans la région. C'est peut-être vrai, mais c'est un Israël qui est aussi en perte de vitesse sur la scène internationale. Et aujourd'hui, après les frappes de Doha, c'est un Israël qui est en train de perdre les ponts qu'il avait, ou de mettre en péril les ponts qu'il avait pu établir avec les pays du Golfe. Donc c'est un peu paradoxal, ça, la situation d'Israël. On peut voir dans un État, c'est une super puissance, mais c'est une superpuissance qui a peut-être des avions, etc., des fusées, tout ça, mais qui a des pieds assez fragiles. Le reste, bon, il y a un changement énorme qui s'est produit. Le centre de gravité du monde arabe s'est déplacé vers le Golfe pour plusieurs raisons qu'on peut discuter maintenant. Et bon, ce qu'il y a de nouveau, c'est aussi l'influence iranienne dans la région, je crois, est en retrait. De Gaza à la Syrie, au Liban. Donc c'est à plusieurs niveaux un nouveau Moyen-Orient qui est en train de se faire. C'est pas que nous sommes c'est un Moyen-Orient en gestation, si je pourrais appeler ça de cette façon. C'est pas il y a certainement un meilleur terme en gestation, mais les jeux sont pas faits, mais il faudrait faire partie
On ne peut pas rester sur le trottoir et laisser là le train passer. Comment on en fait partie? Et écoutez, là je vais vous donner un exemple. On avait parlé là, de la reconstruction. C'est pas qu'on va entrer en compétition, mais il faut savoir un peu. On est dans une région où Gaza aura du sol. Les estimations les plus modestes parlent de 200, 220 millions, 230 millions de milliards. Ça, c'est les estimations, c'est les premières estimations. Mais la guerre continue à Gaza, donc ça a monté. Ça c'est les estimations de la banque. Non, pardon, ça c'est la Syrie. 200, excusez-moi. 220, 230 milliards, ça c'est la Syrie. Gaza, c'est entre 75, 80 milliards. C'est peut-être modeste, là, que le Liban, on aurait besoin de 14, 15 milliards. Mais, écoutez, l'argent se fait rare, ou de plus en plus rare, même chez les États pétroliers de la région. Donc, il faudrait faire vite. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce qui vous plaît le moins dans vos fonctions actuellement? Est-ce que vous avez envie, à la suite des élections législatives qui devraient avoir lieu normalement au printemps prochain, de revenir une nouvelle fois à ce poste? Vous semblez enthousiaste. Écoutez, vous semblez enthousiaste. Ce qui me plaît le plus, c'est ce sentiment de participer, même pas comme j'aurais voulu que cela, de pouvoir participer à ce changement au Liban. Je crois qu'on est quelque part, on a réussi à mettre le Liban sur une nouvelle voie. Bon, on n'a pas pu arriver là où j'aurais aimé qu'on puisse arriver à l'heure actuelle, mais ça me donne satisfaction que ça soit sur le plan des réformes à plusieurs niveaux ou sur le plan de la souveraineté, que le Liban soit maintenant sur de nouvelles rails. Ça, vraiment, modestement, je dis, ça me donne satisfaction. Ce qui me, je ne veux pas dire gêne, mais ce qui me frustre le plus, c'est la lenteur à cause de la bureaucratie et les complications administratives et les équilibres communautaires qu'il faut observer à tous les niveaux. Je ne veux pas revenir aux accords de Taïeb. En principe, il fallait maintenir l'équilibre communautaire dans la fonction publique au niveau des directeurs généraux, etc. Maintenant, écoutez, c'est au niveau des employés de troisième et de quatrième catégorie qu'on demande l'équilibre confessionnel, et on passe des mois à chercher des représentants, je ne vais pas les nommer maintenant, de certaines grandes minorités même. On n'en trouve pas. Ils disent non, on peut pas, il faut. Et là, c'est pas seulement une perte de temps, mais c'est une vraie frustration personnellement qui me gêne beaucoup, et j'arrive pas à changer les choses. Je vous le dis honnêtement. Et qui vous donne pas envie de revenir, du coup? Bon, écoutez, moi je serais satisfait si dans les mois qui restent là, de pouvoir pousser ce train du nouveau Liban, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, dans la bonne direction. Sinon, moi, qui d'autre, je ne sais pas qui sera aux affaires dans 6-7 mois. Ça dépendra des élections législatives. J'ai aucune idée. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions. Je crois qu'on doit rendre l'antenne désormais pour Télé Liban, mais on va faire passer un micro dans la salle et on va prendre quelques questions du public, si vous le voulez bien. Merci beaucoup.
S'il vous plaît, comme d'habitude, des questions et des questions courtes, s'il vous plaît, pas comme les nôtres. Et évitez les commentaires, s'il vous plaît. Merci. Je peux poser les questions dans la langue que vous souhaitez. Dans la langue que vous souhaitez. Okay, merci. Mr. Prime Minister, Sam Dagger with Bloomberg News. Any estimate yet on reconstruction costs after the war? And will that add to the size of the IMF packet? And any progress on the conditions set by the IMF? Reconstruction and IMF are two different things. Estimates of reconstruction costs, that's the World Bank, not the IMF, and the preliminary estimation is $14 billion. And an anecdote, first time, 40 billion, that's a lot. Then next time, the chief of the Beirut Bureau came to me and said 14 billion. Said that's preliminary. Means next time you won't come back, and tell me, we're wrong. It's 11 or 12. Unfortunately, most probably, the next time you'll come to see me, you say, we're sorry, but the estimate's a bit higher. That's 16, 17, and since it's not going reconstruction, won't be finished on 4 or 5 years. We'll definitely go beyond $20 billion. IMF, that's another story. We are working hard, to with the IMF, because we'd like, to have be able to reach a program with the IMF, and we have so far, fulfilled a number of prerequisites, not to call them conditions. One, by amending our bank secrecy law. Two, by passing the law on bank resolution. And now, hopefully, in the weeks to come, we will be able to, at least in the Council of Ministers, to adopt a draft law on the so-called gap, and this will put us, closer to an agreement with the IMF. Notre question. Notre question. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Pardon, il y a beaucoup de mains qui sont levées. On ne pourra malheureusement pas prendre toutes les questions. Janine Jalch de L'Orient le Jour. On a eu l'impression que le président, qui est un militaire, un ancien commandant de l'armée, il a été perçu un peu comme plus coulant, modéré, on va dire, par rapport à la question des armes du Hezbollah, même si l'objectif, vous le partagez tous les deux. Et vous, un grand intellectuel, avez donné aussi l'impression d'être un peu plus radical, plus ferme en tous les cas. Comment on peut expliquer ce paradoxe? Je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais on s'attendait un peu au contraire. Par là, comment vous qualifiez votre relation avec le président de la République? Comment ça se passe? Bon, écoutez, je vais vous répondre très franchement. Le temps m'a changé en pragmatique. Donc, pour moi, ce qui compte, c'est les résultats. Pas comment on arrive aux résultats. Les résultats auxquels on est arrivé, je crois que le président de la République, moi-même, et la très grande majorité des ministres étaient sur la même longueur d'onde. Et croyez-moi, on a une bien meilleure relation entre nous, le président et moi-même, que ce qui est souvent décrit par la presse. Une autre question? Une autre question? On a pas mal de mains levées là-bas. Ah, j'ai le micro. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup d'être ici et merci
pour tout le travail que vous faites pour ce pays, malgré les circonstances difficiles avec votre gouvernement. Vous avez parlé de votre attachement à l'accord de Taïf et vous avez soulevé la question du bicaméralisme, qui serait une réforme structurelle importante. J'aimerais avoir un peu plus votre vision là-dessus. Par exemple, est-ce que vous imaginez les deux chambres symétriques, un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire que les lois ne pourraient pas passer sans l'approbation de la majorité dans les deux chambres, ou est-ce que le Sénat serait davantage un organe consultatif? Et si on va dans le sens plutôt d'une affectation des sièges en fonction des votes et non en fonction des communautés dans un certain équilibre, ne faudrait-il pas idéalement alors avoir des partis qui représentent davantage, disons, le spectre classique qu'on voit dans la plupart des pays, gauche-droite, et non pas des partis qui sont affiliés à telle ou telle communauté? Merci. Bon, écoutez, ça c'est plusieurs questions en une question, mais je ne vais pas trop m'attarder sur déjà l'article 22 de la Constitution prévoit ce que devrait être le Sénat. C'est certainement pas un organe consultatif. Le Conseil économique et social est un organe consultatif, alors que le Sénat, c'est non plus un Sénat, bon, ou à l'américaine ou à la française, si vous voulez, qui a des pouvoirs législatifs. Maintenant, comment va se faire la répartition entre ces deux chambres? Déjà, il y a une première réponse dans l'article 22 de la Constitution qui parle des questions essentielles, je crois, qui seraient du ressort du Sénat. Maintenant, quelles sont ces questions? On en trouve déjà on pourrait trouver une première ébauche de réponse dans les questions qui demandent au Conseil des ministres pour être adoptées une majorité aux 2/3. Ça pourrait être une indication, un bon point de départ pour cela. Plus que ça, je crois que ça pourrait ne pas intéresser le reste des... Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Je suis Camille Mourani du Bloc national. Nous avons tous entendu parler du désarmement du Hezbollah, ce qui intéresse beaucoup le peuple libanais, mais il s'agit aussi d'une autre question que le désarmement. Il s'agit de l'impunité. De l'impunité dont bénéficie ce Hezbollah. Nous avons assisté pendant les dernières 20 années à des assassinats politiques. Nous avons assisté à des officiels du Hezbollah qui menacent le peuple libanais, qui menacent aussi le juge Bitar, ce qui constitue un flagrant délit. Et nous souhaitons juste demander est-ce qu'il y aura aussi une échéance pour mettre fin à cet état d'impunité dont bénéficie le Hezbollah, ou seriez-vous dans le futur pour une loi d'amnistie concernant tous ces assassinats ou tous ces crimes qui ont été commis envers le peuple libanais? Bon. Écoutez, ça c'est, on ne va pas mélanger les gens entre amnistie et mettre fin à l'impunité. Depuis longtemps, malheureusement, on vit dans un Liban où on n'a pas pu mettre fin à l'impunité. Et il faudrait qu'on puisse commencer vraiment à mettre fin à l'impunité. Je crois qu'en essayant de donner une plus grande indépendance à la magistrature. On fait un pas dans ce sens-là. Vous avez certainement dû remarquer que maintenant les investigations sur la question du port ont pu reprendre, qui est aussi un pas dans la bonne direction. Maintenant, mettre fin à l'impunité ne veut pas nécessairement dire que on ne pourrait pas, mais ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui qu'avoir une nouvelle loi si cela est requis d'amnistie. Mais l'amnistie, c'est quelque chose, et
je crois que c'est Marwan Hamadi qui l'avait dit une fois, l'amnésie c'est autre chose. L'amnistie c'est bien, l'amnésie c'est mauvais. Voilà. Monsieur le Premier ministre est très généreux, mais on ne va pas abuser de sa générosité. On va prendre encore 2 questions, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Je suis Angela Kahil, je suis professeure de sciences politiques à l'USEC. Je vais sortir un peu des questions trop politiques. Anthony Samrani vous a demandé ce que vous aviez de Salam en vous. Je vais aller un peu plus loin. Qu'avez-vous de Ambara Salam Khalidi, et qui est une pionnière du féminisme au Liban, et de Ambara Salam Khalidi, et en quoi vous inspire-t-elle ou vous a-t-elle inspiré dans votre élan réformateur au Liban? Et la dernière partie de la question, je vous entends mal. Si elle vous a inspiré dans votre élan réformateur au Liban, dans les réformes que vous envisagez notamment plus tard. Je ne sais pas, j'entends mal. Micro. Bon, écoutez, j'avais une relation très étroite avec ma tante Ambara Salam, qui était une des pionnières du mouvement féministe dans le monde arabe. Comme vous le savez, c'était la première femme à se dévoiler au Liban, avec l'accord de mon grand-père, que j'ai bien qualifié d'être quelqu'un d'avant-gardiste et de moderniste. Et mon père lui-même était très proche aussi de sa sœur aînée. J'étais peut-être le seul à qui elle avait donné j'ai travaillé avec elle sur ses mémoires. J'ai fait en sorte qu'elle soit publiée à Dar Nahar, du temps où je collaborais moi-même à Dar al-Nahar. Donc on avait une relation très étroite. J'étais très influencé par ma tante Ambara. Maintenant, côté réformateur, là aussi, ça va peut-être paraître classique comme réponse, mais croyez-moi, je crois que dans l'histoire du pays, depuis 1943 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu seulement un seul vrai moment où il y a eu des réformes en profondeur. C'est la première ère chabiste entre 58 et 64 du siècle dernier. Donc s'il y a eu un grand réformateur dans le pays, c'est le général Chehab, avec ses quelques collaborateurs. Bon, côté inspiration, et je ne vous cache pas, mais mon cousin Tamam le sait, quand j'ai formé ce gouvernement, j'étais très inspiré par le gouvernement des jeunes de 1970 qui avait introduit un peu d'air frais ou un souffle nouveau dans le pays, mais côté réforme, ils n'ont pas fait grand-chose, ce gouvernement des jeunes, alors que les vraies réformes, c'est les réformes entre 58 et 64. Mais non, c'est devenu un lieu commun, tout le monde dit Chehab, etc., le chehabisme, tout ça, mais parce que c'est à la mode, mais ceux qui parlent le Chehab et le chehabisme, la plupart ne savent pas de quoi ils parlent. On va prendre une dernière question. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, c'est Hiba Antoun. Alors, Monsieur le Premier ministre, au-delà de la question du désarmement et en s'alignant avec la question de la modernisation en particulier, est-ce que le gouvernement envisage publier un plan stratégique 2030-2040 pour le Liban, avec des indicateurs bien identifiés, bien précis, avec de la transparence qui peuvent assurer un certain mécanisme de suivi qui va au-delà du gouvernement actuel et qui peut être vraiment continu à travers les années. Merci.
Bon, écoutez, si vous voulez une réponse franche, on a commencé, on a eu une discussion assez franche, je crois, j'ai répondu sans gants à toutes les questions. C'est certainement un objectif louable auquel j'aimerais travailler, mais je ne peux pas vous le promettre. Je ne peux pas me le promettre à moi-même. Donc, mais ce que je peux vous promettre, c'est que j'essaierai d'œuvrer dans cette direction parce que c'est la bonne voie, c'est la voie qu'il faudrait essayer de suivre. Je vous remercie. Un très très grand merci, Monsieur le Premier ministre. Un très grand merci d'avoir joué le jeu.